Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire une revue de la dernière extension qui est sortie pour le jeu de cartes Horror Arkham. C'est la boîte d'une nouvelle campagne qui s'appelle Les Dévoreurs de rêves. Alors, je vais faire une revue qui va changer un petit peu de celle que j'avais faite pour la précédente campagne. Je ne vais pas passer en détail toutes les cartes investigateurs et tous les investigateurs. Dans cette revue, je vais d'abord m'attarder un petit peu sur la campagne en elle-même, décrire un petit peu le contexte de la campagne, et puis parler aussi un petit peu des règles additionnelles, des nouveaux mots-clés des nouveaux concepts qu'on a avec cette campagne. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attarder un petit peu sur, on va dire, deux classes. Je vais m'attarder sur deux classes, sur les mystiques et sur les survivants. Donc je vais passer en revue les cartes et les deux investigateurs de ces classes-là qui sont dans cette extension-là. Et puis j'en avais parlé, je pensais faire des présentations de decks, puis je me suis dit que voilà, histoire de présenter quelque chose de différent, ça pourrait être sympa de faire une présentation d'un deck. Donc moi j'ai réfléchi à un deck dans le cadre de cette campagne sur un nouvel investigateur, et puis je vais vous présenter un des decks que j'ai imaginé. Un deck un petit peu rock'n'roll, vous allez voir ça. Donc voilà, je ne vais pas passer en revue toutes les cartes, je vais plutôt me concentrer par contre sur certaines. Alors, cette campagne-là, quand j'ai ouvert je l'ai reçu déjà il y a un petit moment, là, cette boîte, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, quand j'ai ouvert la boîte, c'est plus tout frais, mais il y a un premier truc que j'ai trouvé super, c'est que normalement, dans les boîtes de luxe, on a. Alors, ce qu'on va trouver dans cette boîte de luxe, c'est ce qu'on trouve classiquement dans les autres boîtes de luxe. On a à peu près tout le temps le même matériel, c'est-à-dire on a des nouveaux investigateurs, des nouvelles cartes investigateurs, des nouvelles faiblesses, etc. Puis des cartes dédiées aux investigateurs. On a chaque fois des cartes avec des cartes rencontres avec des nouveaux jeux des nouveaux groupes, des nouvelles familles. Comme là, c'en est un, là il y en a d'autres. Je passe vite dessus, qu'on va intégrer dans les différents scénarios. Et puis on a chaque fois deux scénarios pour démarrer la campagne, puis après, dans les blisters qui sortent derrière, on a 6 scénarios, puis on vit des campagnes en 8 épisodes. Alors on va toujours vivre une campagne on va toujours avoir le même nombre d'extensions qui vont sortir pour cette campagne-là. Par contre, le truc qui m'a surpris en lisant d'entrer le guide de campagne, c'est que les deux scénarios qu'on a ici, qui sont Par-delà le mur du sommeil et Cauchemar réveillé, en fait, c'est pas l'épisode 1 et l'épisode 2 de la campagne. C'est deux scénarios numéro 1 pour deux campagnes différentes. En effet, alors ça, je trouve ça génial comme changement de direction, ce qu'ils ont fait sur cette nouvelle campagne. Il va y avoir, comme je vous l'ai dit, 8 scénarios en tout. Donc 6 scénarios qui vont sortir après celle-là. Mais on va avoir en fait deux campagnes séparées, deux mini-campagnes. Donc, parmi les 3 prochaines extensions, il y aura la suite de celle-là, puis les 3 prochaines, enfin les 3 autres, ce sera la suite de celle-là. Donc voilà, il y a deux campagnes de 4 scénarios à la place d'avoir une campagne de 8 scénarios. Ça, c'est ce que je me suis rendu compte en regardant très rapidement le guide de campagne. Et puis en poursuivant la lecture, j'ai vu qu'ils proposaient de vivre le tout comme une grande campagne. Alors là, je me suis dit, ça doit être sûrement un petit peu artificiel parce que
à tous les coups, on va faire ça 4 scénarios d'un coup, et puis après 4 scénarios dans un deuxième coup, puis il y aura sûrement un moyen de lier les deux campagnes. Mais je pense que la corrélation entre les deux, elle ne doit pas être très forte, sinon elles vont pas forcément fonctionner très très bien indépendamment l'une de l'autre. Moi, ça ne me dérangeait pas en lisant ça, parce que je me disais, 4 scénarios pour une campagne, c'est super. D'avoir 2 campagnes de 4 scénarios, moi, ça me va bien, parce que typiquement, ce jeu-là, j'aime bien, quand je me lance, y jouer plutôt en duo. Et puis j'aime bien jouer de façon régulière quand je me lance d'une campagne, donc il faut prévoir le temps. Si au lieu de faire une campagne de 8 épisodes, j'en ai une de 4, ça peut être peut-être plus pratique d'un point de vue organisationnel. Et puis en termes de rejouabilité d'une campagne, refaire des tests sur une campagne, moi ça m'intéressait aussi. Et en fait, c'est pas du tout arbitraire la façon dont on peut agréger ces deux petites campagnes pour en faire une grande saga de 8 épisodes, comme on a l'habitude de le voir. C'est ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils ont totalement intégré en fait la narration à cette nouvelle mécanique. C'est-à-dire que si vous jouez ça de façon indépendante, très très bien, vous pouvez jouer cette campagne de façon indépendante très bien. Et si vous voulez y jouer ensemble, en fait, les deux campagnes vont se faire écho. Vous allez jouer un épisode d'une campagne, et puis après un autre, et puis il va y avoir, après avoir joué un épisode d'une campagne, des interactions entre les deux. C'est-à-dire que chaque campagne, des décisions dans une campagne influencent l'autre campagne. Voilà, donc ça, c'est une sorte de ping-pong qui va être fait entre les deux campagnes. Et puis moi, je me suis dit un truc en lisant, mais alors ils y ont bien surpensé. Et j'ai vu tout de suite après, c'est que ce que je me suis dit, c'est ce qui serait marrant, ce serait que il puisse cette nouvelle série de scénarios, elle puisse être jouée, ces deux campagnes, par deux groupes différents. C'est-à-dire un groupe va jouer une campagne, et un autre groupe va jouer une autre campagne. Et puis, voilà, il pourrait y avoir, sans révéler ce qui se passe, et puis après ils intervertissent les rôles, ça pourrait être intéressant, en fait, justement. Les décisions d'un groupe peuvent influencer l'autre, et réciproquement. Un petit peu comme dans le scénario qui est sorti pour les Demeures de l'épouvante, où il y a un groupe qui se retrouve dans le passé, un groupe dans le futur. Et puis les choix d'un groupe peuvent influencer les possibilités de l'autre. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est proposé là-dedans, le fait d'avoir deux groupes, même si c'est pas forcément prévu pour ça, ils le disent à la base. Moi je trouve ça vraiment super, nouvelle mécanique, donc au niveau des campagnes, très intéressant, très chouette. Moi déjà, ça a tout de suite éveillé ma curiosité, ça. Alors si je vous parle un petit peu du contexte, du thème de la campagne, là vous le voyez, le grand ancien qui est en vedette sur la boîte, c'est Atlarnacha. Et puis le thème de cette campagne, ça va être les contrées du rêve. Alors les contrées du rêve, moi je ne suis pas forcément le plus grand spécialiste de Lovecraft, même si jamais il y a très très longtemps, j'ai lu pratiquement tout ce qu'il avait écrit, mais ça remonte à loin. Les contrées du rêve, c'était un petit peu sa façon de s'écarter de ce qu'il écrivait de façon un petit peu plus, on va dire, la plupart de ses nouvelles, on est dans l'horreur indicible, hein. Et puis il y en a beaucoup qui sont rattachés au mythe. Les contrées du rêve, c'est le côté le plus fantasy, voilà, c'est le côté le plus héroïque fantasy de Lovecraft. Il avait une correspondance suivie avec Howard, l'auteur de Conan. Ils se respectaient mutuellement, ils s'influençaient mutuellement. Voilà, ça a été sa façon d'un petit peu de matérialiser son amour pour l'heroic fantasy. Alors l'heroic fantasy du début du XXe siècle, hein. Justement à travers les contrées du rêve. Puis après, Derleth et puis les autres auteurs, ils ont par la suite ont rattaché en fait tout cet univers à la mythologie, au mythe. Tout ça pour dire que l'ambiance de cette campagne, elle sera sûrement un petit peu différente. Un petit peu comme la civilisation oubliée, hein, qui était un petit peu plus exotique, même si à nouveau le côté expédition, c'est quelque chose de très Lovecraftien. L'expédition miskatonique en Antarctique,
c'est un classique. Là, pareil, il y a des côtés qui sont très Lovecraftiens, mais il va y avoir je pense qu'on va ressentir un certain dépaysement, et un côté un peu plus fantasy. On le ressent tout de suite en voyant certaines cartes avec des designs en fait beaucoup plus fantaisistes, voilà, comme là par exemple, cette espèce de petite créature. A priori, c'est pas très Lovecraftien, mais il y en a d'autres, par contre, qui sont beaucoup plus Lovecraftiennes dans le design, comme celle-là, Malédiction du rêveur, ou bien celle-là que j'adore. J'aime bien le style de cette carte, c'est Somniphobie. Très très chouette illustration, ça. Voilà, là on est profond sommeil, là. On est dans une thématique terreur nocturne qui est beaucoup plus familière. Et ça fait vraiment écho, ces deux ambiances, ça fait vraiment écho aux deux campagnes. Si je vous pose un petit peu le décor des campagnes, sans spoiler, hein, d'accord, c'est à peine de l'introduction, ça, hein, d'accord. En fait, le point de départ, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui date des années 80, je crois qu'ils en ont fait un remake avec des Jones, mais je n'ai pas vu le remake, qui s'appelle L'expérience interdite, avec Kiefer Sutherland et puis Julia Roberts, avec Kevin Bacon aussi dedans, où il y a un groupe d'étudiants universitaires qui veulent se plonger artificiellement dans le coma pour aller voir ce qui se passe quand on est mort, en fait, entre guillemets, voilà, voir ce qui se passe après la vie. Là, c'est un petit peu un point de départ qui est similaire. Il y a des investigateurs qui veulent essayer d'explorer en fait le monde du rêve. Et puis on a d'autres qui vont surveiller, on va dire, être les anges gardiens, les anges gardiens, qui vont rester dans la réalité et puis qui vont observer l'expérience depuis la réalité. Donc, avec une campagne, vous allez contrôler des investigateurs qui se baladent, qui évoluent dans les contrées du rêve, et puis avec les autres, vous êtes dans la réalité. Alors, moi je devine, hein, là c'est une impression, moi je devine une campagne où on aura justement quelque chose d'un petit peu plus fantasy à un moment, et puis le rêve ça va peut-être se transformer en cauchemar, et puis le cauchemar deviendrait la réalité. Moi je vois bien une ambiance un petit peu fantasy, puis à un moment on se réveille, et puis là on se retrouve dans un asile totalement taré, avec des blessures qu'on a subies en rêve, mais en fait on les a en vrai, à la Freddy Krueger. Moi j'imagine bien un truc comme ça. Donc là c'est pas du spoil, je sais pas, c'est une impression, mais voilà, le postulat de départ, moi déjà, il m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve ça super chouette. Donc ça, c'est pour le cadre de la campagne. Comme je disais, soit 2 scénarios de 4, soit une grande saga de 8 épisodes, comme on a l'habitude de le voir. Alors maintenant, si je passe un petit peu aux nouveaux concepts qu'on a. On a des concepts qu'on a déjà vus. On a des concepts qu'on a déjà vus qui ont été un petit peu étoffés. Alors typiquement, Alerte, ça c'est du connu, au moins depuis la civilisation oubliée, peut-être même avant, mais je crois que c'est à partir de là qu'on l'avait eu. Ça concerne l'évasion. Si on se foire, on peut se prendre des claques par des monstres qui ont le mot-clé alerte. Il y a également de connu caché. Alors caché, par contre, ça c'est connu depuis Carcossin, si je dis pas de bêtises, comme les cartes histoire. Donc ça c'est connu depuis Carcossin. Mais là il y a des nouveaux types de cartes, enfin il y a des types de cartes cachées qu'on n'avait pas avant. Et là le fonctionnement des cartes cachées que vous allez avoir en main, si c'est des cartes traîtrises ou bien si c'est des créatures, est un petit peu différent. Donc même si vous connaissez le mot-clé caché, je vous suggère quand même de lire la description des règles qu'il y a ici pour ne pas passer à côté de points de règle importants. Et puis comme nouveau concept, alors on a Myriade. Alors Myriade, basiquement, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de dépasser le nombre limite de cartes qu'on a dans un deck. Donc je vais vous montrer des exemples de ça. On a Lié. Alors Lié, c'est des cartes qui vont fonctionner en symbiose. On va dire que c'est des cartes qui vont partager le même cycle de vie. Je vais vous montrer des exemples de ça quand je parlerai des cartes investigateurs. Et puis on a Nuée. Alors Nuée, c'est un petit peu plus subtil que ça.
Nuée, c'est des ennemis, par exemple, qui vont pouvoir avoir ce mot-clé, nuée. Comme lui, par exemple, hein, le Zoug. On dirait que ça a été un nom qui a été généré aléatoirement. Là, je ne les connaissais pas. Bref, les Zoug, il est chasseur, il a nuée 2. Donc lui, quand il arrive en jeu, nuée, ça symbolise le fait qu'il y a plusieurs... Enfin, c'est un essaim, c'est comme une meute, un essaim, voilà. Donc ça symbolise le fait qu'il y a plusieurs créatures à combattre. Et l'investigateur, il va devoir prendre des cartes depuis le sommet de son deck, autant qu'il y a de nuées, et puis les placer sous la carte haute. Et puis voilà, donc là, si c'est nuée 2, il y aura 2 cartes, et donc il y aura trois monstres à combattre, avec les mêmes caractéristiques que celui-là, sachant que pour terrasser celui-là, il faudra d'abord terrasser les nuées. Et puis quand vous avez vaincu les nuées, et que vous pouvez taper celui-là, les nuées, elles vont se retrouver sous le deck de l'investigateur. Alors, c'est intéressant comme concept, mais moi je pense qu'il faut qu'il fasse un petit peu attention à ne pas rajouter trop de concepts tordus, parce que le jeu, il y a certes une courbe d'apprentissage, mais une fois qu'on connaît les règles, il est toujours aussi fluide qu'au début. Là, le fait de devoir gérer plusieurs nuées, plusieurs cartes de différents investigateurs, il ne faut pas que ça devienne un peu trop le chenille sur le plateau. Surtout que pour savoir à qui appartient les nuées, vous avez toujours la possibilité de regarder dessous, quand vous avez tué les nuées, vous allez pouvoir regarder les cartes pour savoir à qui ça appartient. Et ça veut dire que potentiellement, vous savez quelles cartes vont au-dessous de vos decks. Et puis ça, pour moi, c'est une règle. Si jamais il propose de la faire, s'il y a un doute, pour moi, ça veut dire qu'elle est toujours disponible, en fait. Sinon, ça avantagerait, en fait, un moment, dans certains cas, le jeu selon la configuration. Ça donne une information qui n'est pas négligeable, je trouve, le fait de savoir quelles cartes vont au-dessous de vos decks. Alors bon, il n'y aura peut-être pas des kilos et des kilos de nuées, mais... Bon, c'est intéressant, le fait d'avoir cette notion de masse. Peut-être que plus tard, ils vont même l'étendre. On pourra avoir des monstres avec plusieurs têtes, des trucs comme ça. Je sais pas, pour l'instant, ça symbolise le fait qu'il y a un essaim, une meute. Pourquoi pas? Donc ça, c'est un petit peu les nouveaux concepts qu'on a dans cette extension-là. Alors après, on a donc la description, enfin, on a un prologue. Et puis on a la description de la première campagne qui s'appelle la quête onirique. La quête onirique, c'est celle-là qu'on va jouer avec le premier scénario qui s'appelle Par-delà le mur du sommeil. Et puis la deuxième campagne, elle s'appelle La toile des songes. Et puis là, on va commencer par le cauchemar éveillé. Donc, comme je vous disais, dans un cas, il y a des investigateurs qui vont se balader dans les contrées du rêve, puis dans l'autre cas, les investigateurs qui restent dans le réel. Voilà. Donc forcément, toutes ces interactions entre les campagnes, ça implique beaucoup de narration. Et puis, il y a deux carnets de campagne pour suivre les deux campagnes. Voilà. Ça, c'est un petit peu le cadre, le contexte de ces deux campagnes. Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attarder sur 2 investigateurs. Alors, ça va être ces deux-là. Donc, Luke Robinson. Et puis, Patrice Attaway, le violoncelliste brésilien. Qui, voilà, il y en a un des deux qui m'a inspiré pour faire un deck, qui est là. Alors avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être passer juste en revue les cartes de cette classe, de ces deux classes, vous dire ce que j'en pense, puis après, je vous montre mon deck, puis je vais vous décrire un petit peu la réflexion que je me suis faite en construisant ce deck. Alors, je vais passer plus près de la caméra pour vous montrer les cartes de près, et puis ça va me permettre
de vous expliquer un petit peu le concept de cartes liées et puis de cartes myriades. Alors, je vais commencer par, allez, celles qui sont au-dessous. Je vais commencer par les cartes survivants. Parfait, donc là on a un bon niveau de zoom. Alors les cartes survivants, si je vous parle des différents concepts, donc myriades, c'est celle-là, et puis cartes liées, ça implique les autres. Je vais commencer par les myriades. Donc pour tous les investigateurs, dans cette extension, on a 3 cartes similaires en fait, avec les mots-clés myriades. Donc là, pour le survivant, c'est celle-là. Mais si je vous montre en fait ici très rapidement, on a 3 cartes identiques myriades en fait en gardien. Je les passe très vite, hein. On a 2 fois 3 cartes en fait pour les chercheurs, une fois un trio myriade pour les truands, et puis un autre trio ici pour les mystiques. Donc tous les investigateurs ont leur lot de cartes myriades. Alors, qu'est-ce que ça fait le fait d'avoir une carte myriade? Comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir intégrer 3 cartes identiques dans votre deck, mais en plus, quand vous allez acheter une carte, vous allez payer l'expérience d'une des cartes, et puis vous allez pouvoir intégrer les autres gratuitement dans vos decks. Par contre, toutes les cartes comptent dans le nombre du deck. D'accord? Ça, il n'y a pas de spécificité dans le nombre maximum de cartes que vous pouvez avoir. De ce point de vue-là, il n'y a pas de spécificité. Alors ici, la carte myriade en survivant, c'est découverte fortuite. Alors, le coût, c'est X. Et puis X, c'est le nombre d'autres cartes de ce type-là que vous avez dans votre défausse. Et puis avec cette carte, qu'est-ce que vous pouvez faire? L'action, c'est enquêter. Et vous allez gagner plus X de savoir. Donc, ça veut dire que pour chaque carte dans la défausse, vous allez gagner plus X de savoir et vous allez également découvrir plus X indices. Ça veut dire quoi? La première fois que vous allez l'utiliser, il n'y a pas de cartes comme ça qui sont dans votre défausse, peut-être. Donc, vous aurez un plus 0 et vous allez gagner plus d'indices. Donc, pas très rentable. À partir de la deuxième fois, si vous avez une carte dans votre défausse, elle va coûter 1. Vous gagnerez à en savoir, vous aurez un indice supplémentaire, et puis pareil, à la troisième carte, ce sera un coup de 2, plus 2 indices, et plus 2 de savoir. Alors, qu'est-ce que je pense de cette carte-là? Elle n'est pas trop mal. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que si on arrive à les... Si on était presque sûr de les avoir les 3, là, ce serait ultra rentable. Parce que c'est sûr que alors, la première, c'est juste une carte morte, ça vaut pas le coup. La deuxième, pour 1, plus un indice et plus 1 de savoir, c'est déjà rentable, moi j'ai envie de dire. Ok, c'est déjà rentable. Mais ça me dérange s'il n'y aurait que ça, même si on n'avait que 2, ça me dérangerait même si c'est déjà rentable. Parce que c'est quand même 2 cartes. En termes d'effet, c'est intéressant. En termes de tempo, c'est moins intéressant. Et en plus, ça prend de l'espace dans le deck. Donc, même si à la deuxième utilisation, je trouve déjà rentabilisé, vu que ça prend de l'espace dans un deck, je ne serais pas forcément fan. C'est sûr qu'à 3, là, c'est vraiment très très rentable. Parce que là, vous avez rentabilisé et là, et avec la deuxième. Donc là, c'est vraiment super rentable si on vient à utiliser les 3 cartes. Là, je dis pas. Comme c'est pas forcément garanti qu'on utilise chaque fois les 3 cartes, et que ça prend de la place dans le deck, moi, je suis un petit peu sceptique avec ce genre de cartes. Donc, pour l'instant, j'ai pas d'avis positif, j'ai pas d'avis négatif dessus, j'avoue. Voilà. Ce qui est un feedback aussi comme un autre. Donc ça, c'est pour les cartes myriades. Et puis si je vous parle des cartes qui sont liées, alors, parmi ces cartes-là, c'est des chats. On a Miss Doyle. Et puis après, on a 3 chats. On a Zelle. On a Espoir. Et puis on a Augure. Alors,
Les 3 cartes qui sont ici sont des cartes qui ont le mot-clé lié. Et les cartes qui sont liées, elles sont chaque fois liées avec un nom de carte. Par exemple, ici, on a lié Miss Doyle, et les 2 autres sont liés avec Miss Doyle. Alors, comment ça fonctionne, les cartes liées? Cette carte-là, vous pouvez la mettre dans votre deck. Par contre, les cartes qui sont liées ne vont pas dans votre deck. Et si vous avez des cartes qui sont les liens, on va dire, comme Miss Doyle, les cartes pour lesquelles il y a des cartes qui sont liées, qui sont dans votre deck, donc vous allez mettre de côté ces cartes-là. Donc Miss Doyle sera dans votre deck, par exemple, ici. Et puis quand vous allez jouer Miss Doyle, c'est à ce moment-là que vos cartes liées vont potentiellement rentrer en jeu. Alors, par exemple, ici, Miss Doyle, qu'est-ce qu'elle fait? Donc limite de 1 par deck. C'est une 2-2. Elle coûte 3, 1 point d'expérience. Et puis quand Miss Doyle arrive en jeu, il va falloir chercher ces 3 cartes que vous avez mis de côté. Ici, il faudra les mélanger. Il y en a une que vous allez mettre en jeu avec Miss Doyle. Hop, par exemple comme ça. Alors là, c'est flou parce que j'ai fixé la mise au point pour qu'on voie de près. Et puis les 2 autres, vous allez les ranger dans votre deck. Alors maintenant, si je vous parle un petit peu des cartes, parce que le but c'était de vous expliquer avec un exemple la nouvelle mécanique, mais je passe en revue également les cartes survivantes. Alors Miss Doyle, elle va juste faire venir les autres chats, et puis les autres chats, en gros, au prix d'une action, vous allez pouvoir soit enquêter pour un chat, soit combattre pour un autre chat, soit vous évader. Et puis votre score de base, donc il faudra incliner le... Si je me rappelle bien, je vais relire. Ouais, il faudra incliner engager, taper le chat. Et puis vous allez gagner comme score de base 5. Donc par exemple, avec celui-là, vous allez pouvoir enquêter avec un score de base qui est de 5. Et puis quand vous faites ça, vous pouvez choisir de défausser donc le chat. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir un score de base de 5, le test il est automatiquement réussi. Alors c'est pas mal, parce qu'un score de 5, c'est très très élevé. Franchement, ça a l'air de rien, ces cartes, mais elles sont très très fortes. Vraiment très très fortes. Avoir un score de 5, ça, oubliez, c'est un soutien. C'est ça qu'il faut garder. Et c'est pas cher à poser, ça coûte 1. Alors ok, Miss Doyle, elle coûte 3. Mais quand elle arrive, ça vous fait un 2-2, avec en plus à côté un soutien qui vous amène un score de 5 pour faire des choses, ou un test automatique si à un moment il y a une situation critique et vous voulez le défausser. Ou même si vous voulez le défausser parce qu'à un moment il y a un autre chat qui arrive en jeu, parce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs cartes liées. Quand vous faites arriver par exemple Espoir, vous défaussez les Augure et Zèle. Pardon. Si vous faites arriver Espoir en jeu, vous allez défausser Augure et Zèle s'ils sont en jeu. Donc moi, mon avis sur ces cartes-là, c'est qu'elles sont très fortes. Par contre, on est un petit peu tributaire du hasard là. Parce qu'il va falloir que les 3 caractéristiques nous intéressent pour que ce soit vraiment rentable. Et puis quand Miss Doyle arrive, si on a envie d'avoir, de booster son savoir, mais que c'est une des 2 autres qui arrive, puis les 2 autres, il faut les mettre dans son deck, on peut perdre un petit peu de tempo là-dessus. Néanmoins, je trouve que par rapport aux cartes myriades que j'ai expliquées, celle-là, juste avant, je suis beaucoup plus favorable à ces cartes-là que je trouve assez sympa. L'autre côté qui est peut-être un petit peu désavantageux, c'est que ça prend quand même un slot compagnon, on va dire. Alors bon, au final, c'est un petit peu comme si on avait un compagnon qui coûtait ça, de 2 avec un score de 5, qui peut varier. Dit comme ça, je pense que parfois on va vouloir privilégier d'autres compagnons. Donc, elle est quand même intéressante.
Et puis alors, il y a une particularité qui nous empêche de totalement cheater avec cette carte-là. Heureusement, ils y ont pensé, sinon ça aurait été abusé. C'est que si à un moment Miss Doyle quitte le jeu, parce qu'elle est morte ou bien parce que vous la faites revenir dans votre main, peu importe, là, elle est totalement... on retire en fait les 3 chatons, là, les 3 suivants, là, les 3 cartes liées de la partie. Les soutiens, on appelle ça les soutiens. Voilà. Ça évite d'abuser et de réabuser en fait de ces cartes-là soutien. Justement. Donc au final, je trouve quand même une carte assez sympa. Ensuite, si je vous montre le pendant côté mystique, parce que je vous ai dit que j'allais m'attarder un petit peu sur les 2 classes, on a en carte, alors je vais commencer par les myriades comme pour les autres. En carte myriade, donc 3 cartes identiques qui sont ouverture de portail. C'est une action rapide, ça coûte 1. À jouer uniquement lors de votre tour. Et ça, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est très rigolo. Vous pouvez attacher une carte comme ça à un lieu. C'est bien décrit ça. Ouais, c'est ça. Il peut y en avoir que 3 maximum en jeu, parce que si vous avez plusieurs fois cette extension-là, sinon ce serait un petit peu abusé. Et puis qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, ça permet de rendre 2 lieux connexes. Ça ouvre des portails. C'est assez rigolo ça. Alors ces cartes-là, je vais baisser un petit peu le store parce qu'il y a du soleil. Ces cartes-là, je trouve que... dit comme ça n'a pas l'air d'être transcendant. Mais pour moi, ces cartes-là, ça peut être complètement game breaker. Pourquoi? Parce que parfois, la difficulté d'un scénario, elle est liée à la géométrie, en fait, des différents lieux qu'on peut avoir. Et avec ça, vous cassez totalement la géométrie qui a été prévue par les gens qui ont créé le scénario. En rendant des lieux connexes, ça permet de... Enfin, imaginez que vous êtes dans un point, à un point A, et puis vous devez aller à un point B, puis après à un point C, puis revenir au point A. Si vous connaissez déjà le scénario, là c'est encore pire parce que vous prévoyez déjà un portail quelque part, puis après vous allez pouvoir revenir en 2 secondes. Mais ça permet pas que ça en fait. Ça permet d'introduire des boucles au niveau des chemins qu'on peut faire, par exemple, là où il n'y en a pas. Et les boucles, c'est vachement puissant parce que ça permet de kiter les monstres. Ça permet d'évader puis de kiter les monstres. S'évader des monstres, c'est quelque chose qui est très utile. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours faire parce qu'à un moment, on va se retrouver dans une impasse et qu'on doit aller quelque part. Avec ça, voilà, on introduit en fait une boucle dans les chemins qu'on peut parcourir. Donc ça, je pense que ça prend de la place dans le deck, ok, mais c'est bien. En plus, il y a deux symboles caractéristiques, volonté et puis agilité. Donc ça, c'est pas mal. Ça coûte pas cher, c'est rapide. Et moi, je pense qu'il y a certains moments où ça sera peut-être pas forcément utile, mais avec les 2 symboles, c'est pas mal. Ça va nous faire un joli petit boost. Donc ce ne sera pas des cartes perdues. Et puis à d'autres fois, je pense que ce sera game breaker. Ce ne sera pas des cartes que je vais toujours inclure dans mes decks, mais je pense que je vais le faire. Parce que parfois, je vais le faire parce que... Surtout à 2 joueurs, si on se sépare pour se retrouver... ça, je pense que ça veut... Dans certaines situations, je pense que ça peut être game breaker, ça. Donc, très bonne carte, je pense. Même si elles n'ont pas des effets directs sur les actions principales qu'on fait, comme enquêter ou se battre ou des choses comme ça. Alors ensuite, au niveau des cartes liées, alors, elles sont en 2 exemplaires. Un binôme fonctionne comme ça. Ça, c'est la carte principale. Ça, c'est la carte avec le mot-clé lié, donc la carte de soutien. Alors, je vous décris et puis je vous dis ce que j'en pense. C'est très balèze, mais est-ce qu'on va pouvoir tout le temps l'utiliser? Pas sûr. Donc la carte Contempler les étoiles, en fait, vous pouvez la jouer uniquement s'il y a moins de 10 cartes dans le deck rencontre. Ça, c'est le côté justement très négatif. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un exemplaire de la carte Les étoiles sont alignées par niveau carte liée. Donc, on va aller prendre la carte liée qu'on a mis de côté, c'est celle-là. Quand celle-là est jouée, on prend celle-là.
Alors, on retire ça de la partie, bien sûr. Et puis, cette carte-là, on va la mélanger dans le deck rencontre. Alors, je vais vous lire. Retirer les étoiles sont alignées de la partie. Choisissez un investigateur. Cet investigateur pioche une carte, gagne une ressource, a le droit d'effectuer immédiatement une action comme si c'était son tour. Cette action ne compte pas dans le nombre d'actions que cet investigateur peut effectuer à chaque tour. Donc c'est ici qu'on nous décrivait qu'il fallait la mettre dans le deck rencontre, d'accord. Cherchez un exemplaire de celle-là. Et puis il faut la placer parmi les 10 cartes au-dessus du deck rencontre. Donc en gros, je reprends, vous jouez ça, vous allez prendre cette carte-là, et cette carte-là, vous voyez qu'elle a un dos comme ça, elle n'a pas un dos comme ça, et vous allez la mélanger parmi les 10 cartes au-dessus du deck rencontre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous jouez ça, l'effet, ça va être 1, d'éviter pendant une phase mythe de se prendre une carte qui va nous être négative, parce qu'au lieu de piocher une carte rencontre méchante, vous allez piocher ça, mais en plus, ça va nous donner tous les avantages que j'ai décrits avant. C'est-à-dire qu'il y a un investigateur qui va piocher une carte, gagner une ressource, et il va pouvoir faire une action, mais qui ne comptera pas comme action à faire dans son tour. Donc ce sera une action supplémentaire. C'est énorme. Rappelez-vous, cette carte-là, elle vient dans vos decks, elle compte comme carte de deck, mais celle-là, non. Donc en gros, une carte qui coûte 0, qui coûte 1 point d'expérience, vous pouvez le faire 2 fois. Ça donne cet effet-là. L'effet, il est monstrueux. On est d'accord. C'est juste énorme. Déjà, pas avoir besoin de se prendre de cartes rencontre, mais en plus, tout ce que ça donne derrière, dans les deux, c'est énormissime. Mais, c'est un pari, parce que pour pouvoir jouer cette carte-là, pour pouvoir faire cet effet-là, il faut qu'il y ait moins de 10 cartes dans le deck rencontre. Donc c'est parmi les 10 dernières, en fait, que vous incluez celle-là. Là. Et quand on arrive vers la fin du deck rencontre, c'est souvent que la partie n'est pas forcément très très bien engagée. Ça veut dire qu'on a joué pas mal de tours, qu'il y a pas mal de fatalités en jeu, qu'on a pu faire avancer le deck intrigue, et donc c'est pas forcément à notre avantage. Donc dit comme ça, on pourrait penser que la philosophie de cette carte-là, c'est en gros, si on est un petit peu dans le caca, si on n'est pas très très loin de gagner ou de s'en sortir, mais que la frontière entre on va complètement échouer et on va gagner, elle est très très fine, bah, ce genre de carte peut faire la différence. Alors moi, j'aime pas ce genre de philosophie parce qu'on est trop dans la réaction. Je préfère être dans l'action. Donc, à cause de ça, même si le pouvoir il est ultime, c'est pas certain que j'inclus cette carte. Sauf si je joue au moins à 2 investigateurs, là je pourrais y réfléchir. Parce qu'à 2 investigateurs, forcément, on meule plus vite le deck rencontre et il y a plus de chances qu'elle soit utile. Moi, je pense que si on l'a dans son deck, cette carte-là, il faut mettre les 2 exemplaires. Enfin, si vous partez du principe que vous allez pouvoir l'utiliser, il faut y aller à fond, il faut mettre les 2, puis là, vous allez gagner un monstre avantage en misant plutôt sur le late game. Sinon, en solo, cette carte-là, je pense que je la mettrai pas. Voilà. Mais l'effet, il est énorme. Alors, ça, c'était pour les cartes survivants, les cartes gardiens. Je vais passer un petit peu sur les investigateurs. Alors, on a Luke Robinson. Alors, il est très fun, lui. Luke Robinson, c'est... Dans chaque extension, il y a chaque fois un investigateur qui a un lien, on va dire une affinité un peu plus forte avec le thème de l'extension. Bah, ici, en l'occurrence, c'est Contrées du rêve, c'est Luke, le rêveur, totalement dans son élément. Alors, il a de bonnes caractéristiques pour un mystique. Il est mystique et chercheur, d'accord. Donc 4, 3, 2, 3, c'est franchement pour un mystique chercheur, c'est parfait. Alors, il commence la partie avec sa carte dédiée, la boîte à portail.
Et puis, à chaque tour, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a le droit de jouer un événement comme s'il était dans un lieu connexe et engagé avec, alors je vais vous lire parce que là, si je le décris, c'est pas forcément très clair. À chaque tour, vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi de ce lieu. Bon, il y a plein de choses à faire, je pense, à ce niveau-là, mais moi, c'est pas ça que j'ai trouvé le plus drôle. Moi, ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'est sa boîte à portail. Et là, sa capacité, s'il tire le signe des anciens, c'est placer une charge sur la boîte à portail. Alors, il a 5-9, c'est pas terrible. Le 5, mais à la limite, à nouveau pour un mystique, ça me convient. Ce qui est marrant, c'est la boîte à portail avec lui. En fait, c'est Doctor Strange, ce mec. Je sais pas où j'ai mis la boîte à portail. J'ai dû la mettre... Ah oui, bah là-dessous, je pense. Donc, quand j'ai chopé cette carte, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette carte-là? C'est peut-être la première façon de rentrer dans... Quand j'avais, il y a quelques jours de ça, déballé ma boîte, je me suis dit, mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas de symbole, en fait, là-dessus. Je me suis dit, c'est peut-être le moyen comme lieu de rentrer dans la campagne, de commencer la campagne, mais non. Ça, c'est la carte liée à la boîte à portail. Donc la boîte à portail, en gros, elle arrive en jeu, elle a 3 charges, et puis comme action rapide, on incline la boîte à portail, on dépense une charge, et Luke, en fait, il ouvre un portail à la Doctor Strange, là, et puis en fait, il se retrouve ici, dans le merveilleux voyage, dans ce lieu-là. C'est à ce moment-là que cette carte liée va venir en jeu. Et cette carte liée, elle est connexe à tous les lieux qui sont en jeu, et inversement, et réciproquement. Mais ce qui est génial, c'est que si Luke, il était engagé avec un ennemi, il est aspiré dans le portail, et puis l'ennemi, ciao, il reste sur le lieu présent. Alors c'est pas comme s'il l'avait évadé, c'est pas précisé, mais l'ennemi il sera pas engagé sur le lieu où il se retrouve tout seul. Ou peut-être avec un autre investigateur engagé. Donc c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Parce que ça veut dire que vous pouvez venir ici. Ça, c'est rapide, d'accord. Ça, c'est rapide. Puis quand vous êtes dans le lieu magique, enfin, quand vous êtes dans votre univers parallèle, là, eh ben, vous allez pouvoir revenir, si vous voulez, vers un autre lieu, comme il est connexe. Vous voyez, je vous ai parlé des portails avant. Bah, lui, il fonctionne un petit peu. C'est comme s'il avait un portail à volonté, quoi. Il va pouvoir aller, et puis il n'a pas besoin de poser déjà avant un autre portail. Contrairement à ces cartes-là, où là, pour pouvoir relier 2 endroits, il faut aller les poser sur les lieux. Là, non. Il a envie de revenir quelque part, bim, il ouvre sa boîte à portail, magnifique. Il se retrouve dans le merveilleux voyage, là. Et puis s'il y a un ennemi qui lui colle aux fesses, potentiellement, bim, allez, ciao, il lui dit au revoir, il se retrouve de l'autre côté de la map. Franchement, moi je trouve ça génial, quoi. C'est super rigolo. Et je trouve ça extrêmement puissant. Vraiment très puissant. Bah, vraiment, vraiment très puissant. C'est mon avis, là, comme ça. Parce que vous pouvez vous évader, quoi. Et puis si jamais il est resté, il s'est pas barré de cet endroit-là, à la fin de son tour, ce truc-là, en fait, il reste présent que pendant le tour où il est arrivé, ben, Luke va se retrouver au hasard sur un des autres lieux. Donc bon, ça peut être catastrophique comme pas du tout, mais je pense que quand vous le mettez en jeu, vous êtes capable de le gérer. Là où vous allez peut-être pas pouvoir le gérer, c'est si vous avez la faiblesse de Luke. La faiblesse, c'est que si ce jeu-là est en jeu, alors attendez, j'ai dit qu'il restait en jeu qu'un tour, mais c'est pas ça en fait, c'est que Luke, en fait, il reste pas là-dessus plus d'un tour. Pardon, je relis la carte. Le portail est connexe à chaque autre lieu, révélé vice-versa. Les ennemis et les investigateurs autres que Luke ne peuvent pas entrer dans le portail onirique, donc ça j'ai oublié de le dire, mais je le savais, il n'y a que Luke qui peut venir là-dedans. Et puis forcé à la fin de la phase d'investigation, mettez le portail onirique. Oh oui, non, c'est bien ça. Il vient bien à la fin de la phase d'investigation, il va bien hors jeu. Et puis s'il était là-dessus, ben voilà, il faut remettre. Donc c'est bien ce que j'avais dit. Et puis là-dessus, si vous chopez ça, et ben si vous avez cette carte-là de ce côté-là, merveilleux voyage, ben, vous allez la tourner de l'autre côté. Et puis si elle n'était pas en jeu, c'est à ce moment-là vous la mettez en jeu, quand vous chopez cette faiblesse-là.
Et, et donc là, c'est beaucoup plus fâcheux parce que pour pouvoir vous barrer de cet endroit-là, il va falloir enquêter avec succès. Donc si, et là, le niveau de culte, il est vachement élevé, il est de 6. Donc si vous enquêtez avec succès, là, vous allez pouvoir vous barrer, sinon, ben, vous allez vous retrouver catapulté dans un autre lieu, comme avec cette version-là, mais en plus, vous allez subir 2 horreurs. Bon, alors, franchement, ça veut dire qu'en gros, on a une carte, un atout, une carte dédiée, une carte signature qui est vachement bien, et la faiblesse, potentiellement, elle peut nous faire retrouver n'importe où et subir 2 horreurs. C'est pas pire qu'une autre carte, d'un investigateur. On est d'accord, c'est pas pire. Ça peut être très, très catastrophique comme moyen, mais comme n'importe quelle carte faiblesse, signature peut l'être. Sauf que celle-là, en plus, potentiellement, elle peut être bien. Parce que vous pourriez très, très bien, en fait, à un moment, tirer cette carte-là et puis vous vous retrouvez là-dedans et puis vous n'avez pas enquêté avec succès ou vous vous en foutez, puis ça vous permet d'évader un ennemi, puis de vous retrouver ailleurs, puis ça peut vous avantager. C'est-à-dire que cette carte-là, elle peut être catastrophique comme n'importe elle peut être, pourrie comme n'importe quelle carte faiblesse, d'un investigateur, mais potentiellement, elle peut être pas mal. C'est quand même, c'est quand même pas commun ça, je trouve, hein. Donc moi, je la trouve, là, l'espèce de trip qui se fait là dans sa réalité, Luc, c'est pas une carte qui va m'inquiéter dans mon deck. Voilà. Donc ça, c'était pour l'investigateur Luke Robinson. Et puis alors l'autre investigateur, c'est la violoncelliste. Je vais l'appeler comme ça parce que là, dans les contrées de l'horreur, parfois on donne les noms. Là. C'est marrant, je fais une petite parenthèse rigolote. Des fois, on donne les noms aux investigateurs, typiquement Minty Pan, c'est toujours Minty Pan. Silas March, c'est toujours Silas March. Mais elle, c'est toujours la violoncelliste. Voilà. Et quand c'est pas un nom bizarre qu'on donne comme à Papy Gouzo là pour Norman, je sais plus trop quoi. Donc, bref, elle a quoi comme caractéristique 4, 2, 2, 2. Bon bah c'est pourri. Voilà, honnêtement, faut le dire, c'est pourri. Et puis alors, ses capacités. Alors déjà, le 7-7, c'est bien équilibré, donc ça c'est bien. Et puis ses capacités, c'est quoi? Bah, la taille limite de sa main, elle est réduite de 3. Comment ça? C'est pas génial ça. Mais, lors de chaque phase d'entretien, au lieu de piocher une carte, on défausse toutes celles qu'on a et on en repioche 5. Et puis le signe des anciens, ça nous fait un +1, et puis on va remélanger les cartes qui sont dans notre défausse, sauf une dans notre deck. Et c'est elle, en fait, que j'ai qui m'a inspiré et pour laquelle j'ai fait un deck, et je vais vous montrer le deck. Alors, en fait, 4-2-2-2, pas terrible. Franchement, je me suis dit, mais en fait, on s'en fout. Et puis quand on regarde les capacités, en fait, là, il y a un sourire qui est en train de se dessiner sur mon visage. C'est exactement le même sourire que j'ai eu quand j'ai pris connaissance de ce texte-là et que je me suis dit, oh, mais je sens que je vais pouvoir faire un truc un petit peu finaux. Et j'ai fait un deck un petit peu à la Calvin, en fait. Là, un deck où on est sur la brèche, mais assez fun. En fait, je m'en fous qu'elle ait des scores bas. Ce qui m'intéresse, c'est le 4, là. Et le 4, il est fort. Donc ça, c'est très très bien. Sans ça, j'aurais pas pu faire mon deck. Quand on voit sa capacité, on se dit, ok, une taille réduite de 3, c'est pénible. Et puis on va se dire, bon, bah, de toute façon, au moins, on n'aura plus besoin de se préoccuper de la pioche, parce qu'on va jouer, on va chaque fois repiocher des cartes. Voilà. Et puis on pourrait se dire, c'est dur de faire un deck avec un thème, parce que potentiellement, des cartes qu'on ne peut pas jouer, on va les défausser, ça va être compliqué de les rejouer. Donc la première réflexion que je m'étais faite avec elle, c'était, bon, je vais pas me poser de questions, je vais intégrer les meilleures cartes qui sont mystiques et survivants, et qui coûtent pas cher en fait, étant donné que mon but c'est de jouer un maximum de cartes. Et puis j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, mais ah non, mais en fait je vais pas faire ça du tout.
Je vais faire un autre truc. Je vais partir du principe que le fait de se défausser des cartes, c'est pas un truc, c'est pas une pénalité en fait. C'est un truc qui est bien. C'est bizarre de dire ça, mais normalement, quand vous avez un deck, quand vous avez des cartes en main, si vous pouvez toutes les jouer, vous les jouez pas forcément toutes. Parce que des fois, c'est pas nécessaire, puis parfois il faut garder un petit peu une réserve pour après, etc. quoi. Bah ça, en fait, faut voir ça comme quelque chose de positif. Vous allez pouvoir vous désinhiber à ce niveau-là. Ce que je me suis dit, c'est, en fait, avec ça, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me poser de questions, je vais jouer un max de cartes. Je vais faire en sorte de jouer un max de cartes. Et le moyen de jouer un max de cartes, c'est quoi? Et bien, quand vous faites des decks, les cartes, vous les utilisez soit pour leur capacité, bien sûr, soit pour leur capacité, soit pour booster en fait une compétence. Je me suis dit, mais en fait, avec ce deck-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la reine des tests. Ça va être le personnage qui va jamais louper ses tests. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le deck? Alors déjà, toutes ces cartes-là, il faut les inclure. Pardon. Donc celle-là, on inclut. Celle-là, on inclut. Donc les 2 courage inattendus, les 2 dextérité, les 2 crans, les 2 perceptions, les 2 maîtrises. Et puis celles-là que j'ai pas l'habitude d'inclure, bah pareil, on se pose pas de questions, on les inclut. Alors je les ai toutes mises, sauf celles qui donnent des bonus pour le combat, on peut voir. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc on les met, mais attention, ces cartes-là, pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'on ait une santé mentale de 3 ou moins. Et ça, c'est important. Il faut qu'on ait une santé mentale de 3 ou moins, sachant qu'on commence à 7. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le deck? Dernière chance, bah, pareil. Ici, on va se booster comme un fou. Et puis cette carte-là, si on a beaucoup de cartes en main, elle est moins utile parce qu'on perd autant de points d'interrogation pour booster notre test. Oui, mais rappelez-vous, on n'a pas besoin de garder des cartes dans sa main. Les cartes, on va les utiliser. Donc, c'est assez courant de faire plus d'un test durant un tour. Si vous avez cette carte-là et d'autres cartes en main, vous n'allez simplement pas jouer le premier test en utilisant celle-là. Vous allez utiliser un test qui va vous faire dépenser les autres cartes que vous aurez en main. Puis après, quand il en vous restera peu, bah à ce moment-là, vous allez jouer cette carte. Et comme vous n'avez jamais plus de 5 cartes en main, vous allez de toute façon souvent avoir des bonus, même si vous n'avez que 3 bonus avec des points d'interrogation qui peuvent servir tout le temps. Enfin, même 2, hein, c'est super utile. Hein. C'est super utile. Rien que ça, c'est super utile. Donc ça, forcément, on la met dans le deck. Alors après, je vais faire un petit peu de place pour vous montrer ce que j'ai. Hop, hop, hop. Je vais les poser. Là, c'est pas zoomé en bas, mais c'est pas très grave. Je vais les montrer de près. Alors, je vais commencer par les cartes survivants. On a les 3 cartes de ce type-là. Donc, faire avec les moyens du bord. Barrière improvisée. Et puis, pardon, arme improvisée. Alors, ces cartes-là, elles fonctionnent toutes de la même façon. Il y en a une qui permet d'enquêter, l'autre qui permet de s'échapper et l'autre qui permet de combattre. Elles donnent toutes un bonus parce qu'en fait, elles vont perdre soit un de combat, soit un de la valeur occulte au lieu, soit un d'évasion au monstre. Et puis, si vous la jouez depuis votre défausse, vous allez gagner en plus un bonus. Celle-là, un bonus de dégâts, soit un indice supplémentaire, soit plus d'évasion. Je les mets ici. Hop. Hop et hop. Ça, je mets de côté.
Ça, je vais mettre de côté aussi. Je réorganise très rapidement. Hop, hop et hop. Voilà. Donc ça, c'est évident qu'on va y mettre dans notre deck, étant donné qu'on va jouer beaucoup avec notre défausse et qu'on va se débosser beaucoup de cartes. Donc on va avoir l'occasion soit de jouer ça directement, ça coûte pas cher, soit depuis notre défausse parce qu'on n'aura pas eu l'occasion d'y jouer. Pas de problème, ça nous donnera un bonus. Il y en a plein, c'est super. Donc ça, c'est forcément à mettre. Alors, dégourdi, j'en ai mis 2. Pourquoi c'est bien cette carte? D'une part, elle a plusieurs attributs, ici. Donc, notre but, c'est de se booster à fond. Donc déjà, c'est pas une carte morte si on n'arrive pas à l'utiliser ici. Parce que on va pouvoir souvent se booster, et notre but, c'est de nous défausser des cartes, faut pas être avare. Donc là, si ce test de compétence est réussi, choisissez dans votre pile une carte survivant qui n'est pas celle-là, et puis on l'ajoute à notre main. Alors ça, c'est très intéressant. D'une part, parce que si on n'a rien besoin dans la pile à cause de ça, mais en plus, ça va être un petit peu notre gilet de sauvetage. Je vais vous expliquer pourquoi. Je mets de côté. Alors, on a Peter Sylvestre. Alors, pourquoi Peter Sylvestre est intéressant sur ce deck-là? En fait, cet investigateur, on va le blesser. On va se prendre des horreurs. Il faut descendre à 3. Parce qu'à 3, on va pouvoir jouer nos cartes. On va pouvoir jouer les cartes que je vous ai montrées avant. Ces cartes-là qui nous donnent des boosts de malade. D'accord? Donc il ne faudra pas hésiter à se prendre des horreurs. Voilà. Il va falloir s'en prendre. Et donc, forcément, Peter Sylvestre, il a parfaitement son rôle à jouer. On va gagner en évasion. Déjà, ça, c'est pas mal. Parce que c'est pas la meilleure combattante. Et puis, il va tanker les horreurs, en fait. Il va se prendre des horreurs. Donc, totalement logique. Alors, ça, c'est le premier garde-fou, c'est Peter Sylvestre. Le deuxième garde-fou, alors maintenant, je commence avec les cartes mystiques, c'est celui-là. Alors, j'ai hésité à mettre le collier qui fait 0,2. Parce qu'il est moins cher à jouer. Et puis, je me suis dit, non, c'est pas assez protecteur pour elle, il faut mettre cette carte-là. Parce que là, les garde-fous, il faut vraiment qu'ils soient efficaces. Alors, cette carte-là, la clé de Saint-Hubert, ça fait un +1 de volonté, un +1 de savoir. On perd 2 de santé mentale, donc c'est parfait. On va gagner en plus en volonté, en savoir aussi, donc tant mieux. Donc c'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment nickel. Et puis on va perdre 2 points de santé mentale. Ça, c'est parfait en fait, parce que ça nous reproche des 3 points de santé mentale pour pouvoir jouer potentiellement des cartes très très fortes. Et puis c'est un garde-fou parce que si jamais on doit crever à cause d'une perte d'horreur, d'une perte de santé mentale trop importante, à ce moment-là, on défausse ça et on soigne immédiatement 2 horreurs. Et cette carte n'est pas retirée de la partie. Elle est dans notre défausse. On va pouvoir la réutiliser. On en met 2, bien sûr, et peut-être qu'elles vont servir plusieurs fois. Donc, deuxième garde-fou. Donc, les 2 garde-fous, c'est ceux-là. C'est Peter Sylvestre et la clé. Et puis là, le dégourdi, il est très important. Pourquoi? Parce que potentiellement, selon le mulligan que vous faites, si vous n'avez pas ça, ou si vous n'avez pas les ressources pour les jouer au moment où vous les recevez en main, il va falloir aller les chercher à tout prix dans votre défausse. Parce que sans ça en jeu, vous êtes vraiment très très mal. Quand je vous disais que c'est un deck sur lequel vous allez jouer sur la brèche, ça va vous permettre, alors ça prend de la place, mais ça va vous permettre d'éviter des sueurs froides. Ne pas mettre cette carte-là, c'est possible, dégourdi, mais moi je pense que c'est vraiment jouer au poker. Enfin, jouer à la roulette russe plutôt. Alors ensuite, sort de protection, moi j'adore ça, avec Agnès Baker et d'autres, je le mets souvent. Ça vous connaissez, rapide, on évite un effet sur une carte non traîtrise, d'une carte rencontre. Et on subit une horreur. Ça ne nous dérange pas trop, on se rapproche à nouveau du 3. Il faut quand même faire attention. Ça, prophétiser, c'est bien parce que du moment qu'il y a 3 fatalités en jeu, ou même si on a 6, on gagnera une fois un point d'interrogation supplémentaire ici, là, comme attribut pour booster un test. Soit 2 points d'interrogation, si on a 6 fatalités.
Comme on va booster souvent nos tests, on recherche non seulement des cartes qui ont pas mal de trucs ici, mais le mieux c'est d'avoir des cartes avec des points d'interrogation, parce que celles-là, elles peuvent être utilisées tout le temps. C'est ça qui est le mieux. Donc, bon. On est sur un deck où la philosophie, c'est j'ai un personnage qui ne rate jamais ses tests parce qu'il va se booster comme un malade. Donc cette carte-là, forcément, elle était aussi évidente à mettre dans le jeu que celle-là côté survivant. C'est le pendant presque, j'ai envie de dire, côté mystique. Alors, ensuite, j'ai le flux quantique. Alors ça, je pense qu'il va y avoir pas mal d'interrogations peut-être là-dessus. On mélange notre pile de défausse avec notre bibliothèque. On mélange de tout. Donc ça permet de remélanger sa défausse. Un petit peu comme le pouvoir qu'est là, en fait, s'il révèle un signe des anciens à une carte près. D'accord? Et j'en ai mis 2. Alors, je pense que je pourrais avoir des remarques en me disant, mais non, puisque normalement, flux quantique, en mettre 2, c'est abusé. Déjà, le mettre dans son deck, sur certains decks vraiment très particuliers, ok, mais vous en mettez 1, quoi, pas 2. Ici, pourquoi j'en ai mis 2? Déjà, c'est un point d'interrogation, donc de toute façon, elle va souvent se booster, se défausser pour se booster. C'est sa philosophie. Ça me convient. Et puis, m'appuyer que là-dessus, pour moi, c'est un peu trop hasardeux, sachant que vous allez vraiment vous défausser beaucoup. Donc pour moi, 2, c'est pas superflu. En fait, je pense qu'il y a plein de parties où une suffira, et peut-être si ça se trouve, il y a des parties où vous n'en aurez même pas besoin. Mais avec ce deck-là, vous êtes vraiment soumis un petit peu au hasard, selon ce qui va dans votre défausse, et que vous n'avez pas la possibilité de jouer, en fait, donc au moment où vous êtes en train de faire votre upkeep, vous allez peut-être vouloir souvent remélanger tout ce qu'il y a dans votre défausse. Donc ça, c'est, on va dire, 2, ce sera très rarement utile. Par contre, quand ce sera utile, ça vous permettra de ne pas perdre la game, tout simplement, quoi. Alors, je me pose la question encore sur garder les 2 ou pas, je vous avoue. Soit en mettre une, soit en mettre 2. Et puis, quand j'ai fait ce deck-là et que je l'ai testé, j'étais pas super satisfait d'un ou deux trucs. J'avais d'autres cartes dans mon deck, j'avais notamment des cartes que... Bah là, pour le coup, j'ai mis aucune carte de l'extension. Mais j'avais des cartes de l'extension, et puis j'avais les cartes combat, en fait. Les cartes comme ça, les versions qui boostent le combat. Et puis j'en ai discuté un petit peu avec quelqu'un qui m'a conseillé d'intégrer ça. Alors ça, j'aurais jamais pensé mettre 2 cartes comme ça. Une, ouais, mais 2 cartes comme ça, non. Mais en fait, il m'a dit, mais je te conseille de mettre ça, ça peut être pas mal. Et effectivement, ça c'est vachement bien. Donc ça, c'est un permanent qui date de la civilisation oubliée. C'est un soutien. Et puis, on subit un traumatisme mental. Bah, moi, ça ne me dérange pas. Ça nous rapproche en fait des 3 points de santé mentale. Mais là, par contre, il faut commencer à faire très très attention avec ça. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir gagner un sort pour un coup d'expérience en moins entre 2 scénarios. Et ça, pour la booster, ça va être super utile. Avec elle, ce que vous allez booster en priorité, c'est ça va être gratos. Du coup, avec les 2 cartes, c'est énorme. Enfin, ça va être gratos. Si elle coûte, là je vois qu'elle coûte 1, est-ce qu'elle coûte 1 la nouvelle? Je dis que ça va être gratos, mais je me rappelle même pas du coût de la version avec expérience en fait. Enfin, elle coûte 1 à poser. Mais en point d'expérience, combien elle coûte? Je sais plus. En tout cas, ça va coûter moins cher. Donc ça va peut-être pas être gratos, je dis peut-être des bêtises. Mais ça va potentiellement, vous allez pouvoir améliorer ça pour pas cher grâce à ça. Je me rappelle plus du coût de la carte avec expérience. Peter Sylvestre, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir améliorer. Et puis il y a une autre carte dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous la retrouver à la limite juste après pour vous dire quelle carte il faut mettre, parce que c'est une carte qui c'est assez évident. Voilà, c'est les 3 cartes qu'il va falloir améliorer, je pense, en priorité. Donc ça, du coup, j'hésite à en mettre que 1, mais je pense que si on met ça, autant la jouer franco et puis en mettre 2. Et puis après, ce que je trouve, c'est beaucoup plus classique. C'est 4 sorts qui vont nous permettre de combattre. Donc un seul flétrissement,
Je vais le mettre là-haut. Un flétrissement, ça vous connaissez. Une brume de riet, ça c'est pour s'évader. Et puis ça, c'est plus récent comme carte parce que c'est sorti avec la dernière extension, mais ça fonctionne sur le même principe. C'est pour enquêter, on enquête avec la volonté au lieu du savoir. Et la 4 de volonté, elle va pouvoir se battre avec la volonté, échapper avec la volonté, enquêter avec volonté. J'en ai mis 2. Alors pourquoi j'ai mis 2 cartes comme ça? Mais 2 cartes comme ça, mais qu'une seule de chaque exemplaire. Parce qu'en fait, avec le conseil qu'on m'a donné, avec ça, là, on se retrouve plus facilement proche du 3. On va arriver très très vite à faire des jets très très forts. Et en fait, c'est un deck explosif. Moi, je l'ai testé, ce deck-là. Alors, en plus, dans cette version-là, je l'ai retesté. Et j'ai pas gagné la partie, mais j'ai pas eu de bol parce que je me suis retrouvé avec 2 monstres très très forts sur la face et c'était compliqué. Mais je pense qu'il marche vraiment. Je pense qu'il est déjà pas mal dans cette version. Il demande à être affiné parce que c'est une première version, mais je pense qu'il marche déjà pas mal. Et en fait, c'est un deck explosif où d'entrée, vous allez pouvoir faire. Vous aurez des scores de 8, 9 ou 10 ou plus un test. Donc vous allez réussir mais tout le temps vos tests sans vous préoccuper. Et il va falloir speeder, enquêter, prendre les indices très très vite, et puis vous allez outplay le deck intrigue avec ce genre d'investigateur, mais très très facilement. Là où ça devient dangereux, c'est si ça s'éternise, s'il y a une situation à un moment qui est désagréable, pour s'en sortir, s'il y a juste un danger, ça va. Si vous avez plusieurs dangers en même temps, là, c'est peut-être compliqué avec ce deck-là pour s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas énormément de soutien qu'on a pour pouvoir gérer plusieurs dangers. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord privilégié la partie enquête. Et puis ça, bon bah, de toute façon, j'en mets qu'un. Mais c'est cohérent avec le fait d'avoir souvent des remélanges et de pouvoir peut-être les reprendre, avoir plus de chance, ou bien des gourdis. Si on a déjà ça en jeu, puis qu'on n'a pas besoin de des gourdis, on ira les reprendre. Donc là, c'est totalement cohérent. C'est-à-dire que ça peut paraître bizarre, certains choix, mais il faut voir le tout, chaque fois dans sa globalité, et l'équilibre, il se fait par rapport aux autres cartes qu'on a choisies quand on fait un deck. Ça, ce que je dis, c'est une trivialité, c'est évident. Mais voilà. Donc, dans votre main de départ, c'est très très important d'avoir des soutiens. Tout ce qui est compétences et le reste, vous discardez direct. Les soutiens, c'est lesquels? C'est ces trois-là et ces deux-là. Et je dirais que les plus importants, c'est celui-là et celui-là. Vous allez chercher ces 2 cartes-là en priorité, d'accord? Et puis, si jamais vous avez ces 2 cartes-là quand vous commencez, bah, c'est super. Puis si vous ne les avez pas, mais vous avez par exemple un comme ça et une évasion, ça fait 5, vous pouvez les poser direct, en espérant qu'au deuxième tour, vous n'ayez pas ça, parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir le poser, vous allez le perdre. Et c'est aussi pour ça qu'il y a ça, justement, le dégourdi. C'est une bonne façon de démarrer, mais par contre, tout le reste, d'accord, tout ce que j'ai mis de côté là, je vais mettre celle-là, toutes ces cartes-là, d'accord, toutes les autres cartes, vous mulligan, vous gardez pas ça en main. Et puis ça, c'est un deck que j'ai conçu de façon hybride, qui va fonctionner aussi bien en solo qu'en multi, même si en multi, je pense que... Alors ce qui est bien en multi, c'est que vous allez pouvoir booster comme un fou votre pote aussi, ça c'est génial. Il va vraiment vous apprécier votre pote. Quand vous allez claquer toutes les cartes de compétences et les autres cartes pour le booster, ça va être excellent. Et en multi, je pense que c'est quand même parfois de pouvoir supporter votre pote avec un petit sort de combat. Ça, je trouve c'est bien quand même. Et puis si vous avez un gardien truand qui se bat avec le combat, à ce moment-là, ça vaut peut-être le coup d'intégrer justement cette carte combat, non seulement potentiellement pour vous, mais aussi pour booster votre pote. Et puis il faudra peut-être à ce moment-là enlever
peut-être une carte ici, pour avoir la carte de combat. Et puis, si vous voulez avoir la deuxième, peut-être enlever un des deux ici. Là, je suis moins sûr. Voilà. Donc, j'avais fait un deck Calvin qui était un peu particulier, qui était très tendu, mais qui était beaucoup plus facile, je trouve, encore à jouer que celui-là. Enfin, non, pas plus facile à jouer. Il était plus dur à jouer, mais il était plus safe, bizarrement. Alors qu'on pourrait penser que Calvin, il craint beaucoup plus avec ses stats. Et une fois qu'il se mettait en route, Calvin, il était vraiment très très drôle, mais on était sur la brèche parce qu'en fait, on est à 2 doigts d'y passer, quoi. Là, c'est un petit peu pareil, hein. Vous allez rouler sur le jeu, puis à un moment, si vous vous retrouvez dans une situation qui est critique, voilà, c'est compliqué, quoi. Vous allez peut-être basculer d'un coup. Donc, vous aurez peut-être des surfroides. Mais moi, j'aime bien faire des decks comme ça. Des decks un petit peu marrants. Je passe du temps à réfléchir au deck au moment où je reçois les extensions, je vous avoue. Chaque fois, il y a un ou deux, non pas un ou deux, peut-être 2 ou 3 investigateurs qui m'inspirent. Puis après, par contre, je réfléchis plus sur les decks. Je vous avoue, après, c'est la majeure partie, c'est l'histoire et les scénarios. Une fois que j'ai pensé à mes decks, je les affine un petit peu après. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai joué que 50% des investigateurs que je possède, parce que après, je reprends souvent les mêmes investigateurs, je varie un petit peu les decks, mais le plus sympa, c'est quand même de vivre les histoires. Mais voilà, donc celui-là, il m'inspirait, donc j'avais discuté de présenter un deck, je l'ai fait. Maintenant, à vous de me dire si c'est totalement foireux. Alors moi, je l'ai testé dans cette version-là, j'ai testé 2 fois, une fois dans cette version-là, et j'ai perdu. Mais par contre, il y avait 2 actes à passer. Le premier, mais j'ai roulé dessus et j'ai pas forcément eu de la chance. Et sur le deuxième, j'ai vraiment pas eu de bol. Donc voilà, à vous de me dire. C'était une suggestion de présenter des decks. Et puis il y aura des parties, je pense, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de goupiller ça tout de suite parce que le pote avec qui je joue, la personne ou bien une autre personne avec qui je joue éventuellement, on fait d'autres jeux en ce moment, donc il faut qu'on termine d'autres campagnes ou d'autres trucs, mais j'avais prévu de faire des parties et je le ferai, mais juste plus tard. Pas forcément avec ce deck-là. Je verrai. Je sais pas quelle campagne je vais jouer. Si vous avez une idée, ce sera peut-être pas forcément celle-là. Peut-être un scénario un standalone qui va sortir ou qui est déjà sorti. À voir. Voilà. En tous les cas, moi je vous dis portez-vous bien et puis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.